Salut à tous, salut Yves. Salut Julien, salut à tous. On est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Tops de Screen Tune. Et cette fois-ci, on va pas s'intéresser à un réalisateur, à un genre ou à une année. On va s'intéresser à un acteur. Et quel acteur ? Brad Pitt. Brad Pitt. Acteur américain qu'on ne présente plus à la filmographie assez monstrueuse, n'est-ce pas Yves ? Ah oui, on a quand même pas loin de 48 films, dont le prochain Formule 1, F1. F1, réalisé par Joseph Kosinski, qui avait réalisé notamment Top Gun Maverick, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ça va déménager. Ouais, ça va déménager. Et en plus, ça a été tourné en Belgique, puisqu'ils ont fait des prises à Spa-Francorchamps. Tout à fait. Donc on en reparlera sûrement sur le site internet, donc restez bien avec nous pour parler de la dernière. Avec carrément un stand à l'intérieur des paddocks qui passait pratiquement inaperçu pour les gens qui faisaient le Grand Prix. Brad Pitt, c'est une filmographie, comme on l'a dit, assez impressionnante, qui compte quand même, comme tu l'as dit, 48 films, mais surtout un acteur qui a joué avec une ribambelle de grands réalisateurs. Et il a aussi la particularité d'être aussi un producteur qui a fait quelques paris quand même dans les productions qu'il a faites. Via sa société de production Plan B notamment, qui a produit aussi Lost City of Z, qui est un film de James Gray. Un autre film de James Gray qui est juste derrière nous, c'est Ad Astra, dans lequel il joue. Et alors il a aussi produit Les Infiltrés de Martin Scorsese, et il a produit 12 ans d'esclavage, dans lequel il joue et pour lequel il décroche un Oscar de producteur. Il a produit aussi un film récent dont on a fait la critique qui s'appelle She Said, qui revenait sur l'affaire Weinstein. Oui, qui était sur laquelle il était directement concerné, puisque Gwyneth Paltrow était les personnes qui ont témoigné contre le comportement du producteur. Mais on n'est pas là pour parler d'Harvey Weinstein, on est là pour parler de Brad Pitt. Et comme vous le savez, dans les tops de Screen Tune, on a 2 tablettes ici présentes. Je ne connais pas le top de Yves, il ne connaît pas le mien comme d'habitude. Et on aura, je suppose, quelques surprises et quelques débats à avoir sur nos classements respectifs. Oh, j'en suis certain. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec le top 10 des meilleurs films de Brad Pitt fait par Yves et par moi. C'est parti. Moi j'ai 7 ans au Tibet. Moi j'ai Babylone. T'as Babylone de Damien Chazelle, qui était son dernier film avant de jouer dans F1 justement. Ouais. Donc vas-y, parle-nous de Babylone, qu'est-ce que ça raconte et pourquoi tu mets dans ton classement. Babylone de Damien Chazelle, c'est une fresque de Hollywood avant la Seconde Guerre mondiale, on va le dire comme ça. Ça retrace 2 acteurs aux trajectoires éminemment différentes. On ne va pas parler de Margot Robbie, qui fait aussi une superbe performance. On parle de Brad Pitt. Et Brad Pitt, lui, moi, ce qui m'a plu dans sa performance, c'est qu'il se fait un air à la Clark Gable absolument exceptionnel. Avec sa petite moustache. Hein. Avec sa petite moustache, et moi, j'ai adoré. J'ai adoré Brad Pitt, presque en contre-emploi. Toute la faconde qu'il est capable d'avoir, de tout son charme. Et en plus, je dois dire que Babylone, pour moi, c'est une somme. C'est l'âge d'or d'Hollywood, c'est super bien raconté par Damien Chazelle. Ça n'a pas eu le succès que ça méritait. Non, on en parlera dans 10 ans. Non, excellente BO. Tu avais d'ailleurs fait une critique sur le site web sur Babylone. Moi, sur Babylone, il y a une performance que j'ai trouvée intéressante dans Babylone. C'est, à un moment donné, il discute avec Catherine Watterson, je crois, où ils se disputent et il parle du cinéma, de son jeu d'acteur, parce qu'il joue un acteur muet. Oui. Et là, il est vraiment touchant dans cette scène-là. Mais oui, donc très très bon film, Babylone, et très belle performance de Brad Pitt. Moi, je parle de 7 ans au Tibet, donc qui est sorti en 1997, qui est réalisé par Jean-Jacques Hano, tout à fait, donc le réalisateur du Nom de la Rose, comme ça vous savez. Et pourquoi je l'ai mis ? Parce que c'est un des premiers films dans lequel il va essayer de déconstruire son image de beau gosse. Ouais. Hein, on dit toujours, Brad Pitt, c'est une belle gueule, etc. Mais pour moi, c'est un des premiers films dans lesquels il fait une prise de risque. Donc il va jouer... il joue un nazi. Il joue un nazi, donc il part au Tibet dans une quête spirituelle assez dépaysante. C'est une aventure sublime sur fond de discours politique, justement, parce que tu dis que c'est un nazi, dans des décors absolument somptueux, parce que ça, c'est aussi une des qualités de Jean-Jacques Hano, c'est toujours filmé en décor naturel. Et donc, je trouve Brad Pitt très touchant dans ce film. Il apprend le respect, et alors il a une autre vision du monde, hein. Et alors il a vraiment dit dans une interview justement qui a été reprise par Jean-Jacques Hano, qui dit que c'est pour tourner avec des réalisateurs comme lui et pour qu'il apprenne des choses. Je trouve que c'est un choix ambitieux en 1997, puisque donc voilà, il n'est qu'au début de sa carrière qui grimpe, mais il veut déconstruire son image, et je trouvais important que 7 ans au Tibet apparaisse dans le classement, parce que
Il n'est pas dans mon top 10, mais il est dans les plus. Moi, j'ai Inglourious Basterds. Et tu as Babel, d'Alejandro González Iñárritu, réalisateur de The Revenant. Je ne le dirai pas mieux. Ben voilà. Comme ça, je ne l'ai pas écorché en plus, donc c'est génial. Parle-nous de Babel. Ça raconte quoi, Babel? Babel, c'est un film choral. Le raconter, c'est un peu tout dévoilé, mais en fait, c'est les interactions entre différents personnages. C'est un film qui a été nominé aux Oscars, qui n'a pas eu non plus le succès qu'il méritait, et dans lequel Brad Pitt fait partie de cette composante. Avec Cate Blanchett. Avec Cate Blanchett. Pourquoi cette performance t'a marqué et que tu as moi, je vais te dire, comme ça je le dirai une fois, moi, j'ai beaucoup aimé, dans la filmographie de Brad Pitt, ses collaborations. Il n'est jamais aussi bon que quand il est en duo, pour moi. Et donc, je n'ai pas besoin de dévoiler la suite. La suite, c'est pratiquement des films où il est en duo, à part un, et où chaque fois, quand il a un excellent acteur en face de lui, la partie ping-pong marche super bien. Inglourious Basterds, première collaboration de Brad Pitt avec Quentin Tarantino. Il joue le lieutenant Aldo Raine, qui constitue une unité d'élite qui va chasser les nazis sur le front pendant la guerre 40-45. Et pourquoi je l'ai mis dans mon classement? Parce que, en fait, il a un rôle jubilatoire dans ce film. Tout à fait. Il prend un malin plaisir à tuer des soldats allemands. Mais alors, c'est le fait qu'il prend un accent, puisqu'il joue un lieutenant qui vient du sud des États-Unis. Il avance la bouche, donc il ressemble un peu à Mussolini d'ailleurs, quand il avance la bouche comme ça. Il a déjà sa petite moustache qu'il aura dans Babylone. Ouais. Et je trouve que c'est un rôle très drôle, irrévérencieux. Il prend d'ailleurs, donc, comme je l'ai dit, beaucoup de plaisir, et c'est une énorme réussite. Assez jouissive en tout cas au niveau de Tarantino. On voit que Tarantino prend énormément de plaisir à filmer ses acteurs dans ce film-là. Mais je le mets 9e, donc chez certains d'entre vous il sera peut-être plus haut, parce que il y a Christophe Waltz dans le film. Et qui lui bouffe un peu la vedette. Qui lui vole un peu la vedette, mais ça n'empêche que c'est une des meilleures performances de Brad Pitt. Et c'est sa première collaboration avec Tarantino. Et il y en a une autre qui va revenir dans ce classement. À ce niveau-là. Ah bon. On voit que c'est une collaboration qui fonctionne, en tout cas entre les deux artistes. En position numéro 8, moi j'ai Entretien avec un vampire, et tu as Fury de David Ayer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Fury de David Ayer? Il y a des tanks. Il y a des tanks, tout à fait, puisque le tank s'appelle Fury. Et c'est encore un film qui se passe pendant la guerre. Voilà. Il n'est pas un nazi. Il n'est pas un nazi. Il dégomme des nazis. Tout à fait. Et le tank a des chenilles. Voilà. Et le tank a des chenilles. Il y a un sacré casting. Oui, vas-y. Il y a John Bertal, Shia LaBeouf, Michael Pena. Ouais, j'avais oublié celui-là. Et Brad Pitt, je pense. Voilà, qui conduit le char. Je pense que j'ai oublié personne. C'est une unité qui travaille dans le char. Ouais. Effectivement, c'est un film boueux. Ouais. C'est le mot. Pourquoi 8e Fury devant Babylone, par exemple? Je l'aimais bien dans ce personnage. C'est ce personnage que je trouvais assez... On ne s'intéresse pas souvent aux chars et à ceux qui ont fait la guerre avec un char et à ceux qui sont, à la limite, tout le temps contents de se sortir de la dernière confrontation. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que, à part la Main et 2-3 autres trucs, Fury, c'est un peu... Moi, ça m'a marqué. Je trouvais qu'il était bien là-dedans. Et puis... Moi, je ne l'ai pas mis dans mon classement, Fury. Pourquoi ? Parce que c'est la prestation du groupe en elle-même que je trouve très bonne. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs moi qui avais fait l'article sur le site web. La performance de Brad Pitt est très bonne dans le sens où il est assez froid d'ailleurs avec son équipe, mais c'est vrai que c'est un film qu'on ne regarde pas 4 fois. Non. Et pourquoi le vampire alors ? Et pourquoi Entretien avec un vampire ? Donc Entretien avec un vampire est sorti en 1994, tiré du roman de Anne Rice. Anne Rice qui avait d'ailleurs au moment du choix des acteurs très vivement critiqué le choix Tom Cruise, comme notamment les fans du roman aussi. Et elle a changé sa copie d'ailleurs après la performance de Tom Cruise en Lestat. Brad Pitt joue Louis. Louis qui est un jeune garçon, un jeune homme qui va être transformé contre son gré en vampire par Tom Cruise. Pourquoi je l'ai mis dans ce classement ? Parce que la beauté de Brad Pitt n'a jamais été aussi bien filmée et aussi froidement filmée, parce qu'il joue un vampire.
Et donc un être éternel. Un être éternel, il est beau, il est figé dans sa beauté. Et notamment, il y a donc Kirsten Dunst, qui est, pour sa première performance à l'écran, qui est assez exceptionnelle, qui elle est enfermée dans un corps de petite fille, mais donc qui vieillit intérieurement, mais qui ne vieillit pas physiquement. Et c'est un peu le cas de Brad Pitt, c'est pour ça que je trouve que le rôle est très très bon, parce qu'il est torturé, il est mélancolique, et il offre une belle sensibilité, une belle sensualité à son personnage. Mais pourquoi il est 8e ? Parce que, en l'occurrence, on en parlait tantôt, pareil, il se fait voler la vedette par Tom Cruise, qui est exceptionnel dans ce rôle-là. Mais voilà, c'est un film assez élégant, qui réinvente de façon très intéressante le mythe du vampire, et où on n'explique pas assez ce côté jeunesse éternelle, et donc là ici c'est très bien expliqué, et donc pour ça moi je trouvais que c'était intéressant de le mettre dans le classement, et donc voilà, je vous conseille Entretien avec un vampire pour ceux qui l'ont pas vu. On a fait aussi un article sur le site web, et je conseille plus le film que la série TV qui est sortie, qui m'a moins impressionné que les acteurs qui sont dans celui-ci. J'ai l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points, parce que le titre est assez long et j'ai pas assez de place sur mon tableau. Et tu as mis, pareil, un titre à rallonge qui est L'étrange histoire de Benjamin Button. Ouais, The Case of Benjamin Button. Benjamin Button, moi il sera plus haut dans mon classement. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard alors. Je vais parler du coup de l'assassinat de Jesse James, qui est un film d'Andrew Dominik. Brad Pitt offre une performance mélancolique et glaçante dans le rôle de Jesse James. Et c'est un des films pour lequel il a fait le plus de recherches, puisque donc Jesse James est un personnage qui a vraiment existé. Et un bandit. De grand chemin. Donc on est sur un western mélancolique, donc vous verrez pas beaucoup de coups de feu dans ce film-là. Je vous raconte pas la vie de Jesse James, parce que sinon je vous spoil la moitié du film, donc je vais pas en parler. Lire Lucky Luke. Mais pourquoi je l'ai mis aussi dans ce classement-ci ? Donc je trouve qu'il est totalement habité, c'est un rôle pour lequel il a fait énormément de recherches, et c'est un rôle qui lui offre la coupe Volpi du meilleur acteur à la Mostra de Venise. Donc pour moi, ça me paraissait important qu'il apparaisse dans le classement, parce que c'est sa seule coupe Volpi, et c'était intéressant de le mentionner, parce que la Mostra de Venise, c'est quand même un des plus... J'aurais bien pour la prochaine fois que si j'ai la coupe Volpi là, pour un acteur, je peux le... Voilà, ce sera dans ton classement de tes meilleures performances pour les tops de Screen Tube. Ouais. Pour le moment, on n'est absolument pas d'accord, donc on va voir sur les positions suivantes si tu es un peu plus raccord avec moi. Numéro 6. En position numéro 6. En position numéro 6, L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, dont on a déjà beaucoup parlé dans des classements, et moi j'ai L'étrange histoire de Benjamin Button. T'as vu, moi j'ai tout écrit. Oui, c'est bien. L'Armée des 12 singes, on vous l'avait déjà présenté dans le top sur les films de science-fiction. Il n'y a pas grand chose à rajouter sur ce qu'on a déjà dit, sauf que pour reparler de la performance de Brad Pitt dans L'Armée des 12 singes. Et là aussi, on a de nouveau un duo. On a un duo avec Bruce Willis. À distance, peut-être un peu, mais on a un duo avec Bruce Willis. Oui. Où il offre une performance de fou allié, puisque ça se passe dans un asile. Tout à fait. Et pour lequel il décroche son premier Golden Globe. Exactement. Donc voilà. Et c'était important de le signaler, effectivement. Et moi, L'Armée des 12 singes est dans mon classement. Benjamin Button, qui était en 7e position et qui est en 6e chez moi. Donc il s'agit de la 3e collaboration avec David Fincher, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je pense. C'est la 3e collaboration avec David Fincher, pour lequel il décroche une nomination aux Oscars. Et donc Benjamin Button, tiré d'un roman de Scott Fitzgerald, si je ne dis pas de bêtises, donc le gars qui a écrit Gatsby, le magnifique. Benjamin Button, donc on parle d'un homme qui naît vieux, et qui va rajeunir au fur et à mesure de sa vie. Et dont la femme, elle, vieillit. Et dont la femme, elle vieillit, qui est jouée par Cate Blanchett. Donc 2e collaboration avec Cate Blanchett. Justement, moi je trouve que c'est un film où on comprend qu'ils sont tous en osmose. Que ce soit David Fincher, que ce soit Cate Blanchett. Ils sont de nouveau un duo qui fonctionne et qui et un film qui, grâce au duo de fantastique, devient presque naturel. Et alors je trouve que, je sais pas ce que toi t'en penses, je trouve que Brad Pitt ressemble beaucoup à James Dean dans ce film-là. Et à Robert Redford, il y a des moments où on lui met des petites lunettes, etc. Il y a ce côté, puisque surtout Brad Pitt, on l'a toujours un peu comparé à Robert Redford. Ils nous ont même fait un film ensemble. Et au milieu coule la rivière. Voilà, ça c'est réalisé par Robert Redford. Et il y a Spy Games, dans lequel ils jouent tous les deux ensemble. Et donc je trouve qu'il y a ce lien d'héritage. Ouais, parce que c'est des beaux gosses aussi. Mais donc voilà, Benjamin Button en 6e position chez moi et en 7e position chez toi, et on passe tout de suite en position numéro 5. Moi j'ai L'Armée des 12 singes, on va pas en reparler,
Et tu as le stratège. Voilà. Le stratège qui sera plus haut chez moi. Ça te va si on en parle plus tard et on avance parce que l'armée des 12 singes, on en a déjà parlé. Donc d'accord. On en parle un peu plus tard. Donc le stratège sera plus haut chez moi. Et l'armée des 12 singes, comme pour rappeler, meilleur acteur dans un second rôle, les Golden Globes pour Brad Pitt, dont on a déjà parlé. En position numéro 4, moi j'ai Seven de David Fincher et tu as Fight Club de David Fincher. Je suppose du coup que Seven est plus haut chez toi et que Fight Club est plus haut chez moi. On switch, on passe au suivant. Première collaboration entre Brad Pitt et David Fincher. Deuxième collaboration entre Brad Pitt et David Fincher en 99 et ici en 95. Donc on en reparlera un petit peu plus haut de ces deux performances. Allez. J'ai Once Upon a Time in Hollywood et tu as Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Inglourious Basterds? Et je compare un peu les performances d'Inglorious et comme tu l'as dit avec la petite moustache comme dans Babylone. Mais c'est plus jubilatoire ici. C'est plus jubilatoire ici, c'est très enlevé, c'est très dynamique, c'est très amusant. T'as vu, on avait David Fincher le même en numéro 4 et ici on a Quentin Tarantino en numéro 3 tous les deux. Once Upon a Time in Hollywood est plus haut chez toi, je suppose. Bien sûr. Donc on en reparle un petit peu plus loin. Mais pourquoi moi je le mets en numéro 3 ? Encore une fois parce que je trouve qu'il y a mieux sur le podium. Mais donc voilà, je l'ai mis parce que c'est pour lequel il décroche son Oscar et on en reparle. Oscar, Golden Globe, BAFTA. Voilà, la totale. J'ai le stratège de Bennett Miller et tu as Seven de David Fincher. Donc moi, pourquoi j'ai mis Seven en 4 ? On en revient à ce que on disait en introduction. Je trouve que la performance de Brad Pitt, qui est excellente, encore une fois, dans cette position de jeune loup, de jeune policier qui veut la reconnaissance de ses pairs, qui est un peu... Ouais, mais moi je reste sur la dernière image du film. Sur la dernière image du film, je me dis, à part Brad Pitt, qui est-ce qui nous donnerait ce sentiment de ce qu'il y a dans la boîte ? Je suis d'accord avec toi, dans le sens où personne d'autre que Brad Pitt n'aurait pu faire ressentir ce qui se passe à la fin de Seven. Mais moi, je l'ai mis 4e parce que, pour moi, il se fait un peu éclipser par la performance de Morgan Freeman en vieux flic. C'est encore un duo, hein. Ouais, en vieux flic à la retraite. Mais alors, il y a Kevin Spacey dans le film qui, en 10 minutes, écrase tout le monde. Dans sa performance de John Doe. Donc pour moi, j'adore Seven, soyons clairs, c'est un de mes films préférés, mais c'est pas la meilleure performance de Brad Pitt. L'ordre des choses, c'est l'ordre des choses. Chacun a sa sensibilité. Le stratège, tu l'avais mis un peu plus haut chez toi. Moi, je l'ai mis en 2e position parce que c'est un film que je trouve excellent. C'est un film didactique donc sur le baseball. Pour rappel, donc le stratège Moneyball en anglais raconte l'histoire de Billy Beane, qui est le manager des As d'Oakland, qui va révolutionner le baseball en se basant sur les statistiques et les mathématiques, les algorithmes pour façonner son équipe de baseball contre l'argent des autres franchises qui sont riches. Je me permets, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de dire, et surtout peut-être pour les dames, que dire que c'est un film sur le baseball, c'est quelque chose qui pourrait rebuter, parce qu'en fait le baseball n'a rien à voir dans l'histoire. Non. Vous prenez l'Union Saint-Gilloise en Belgique, vous prenez En Avant Guingamp en France, et vous imaginez un manager général qui joue avec les algorithmes pour malaxer son équipe et la façonner, et la rendre meilleure. Oui, sans dépenser beaucoup d'argent. Ce que j'aime beaucoup, effectivement. Donc, il va essayer de changer le système. Mais alors, voilà, pourquoi moi je le mets 2e dans les performances de Brad Pitt ? Parce que je trouve qu'il offre une palette de jeux assez exceptionnelle et impressionnante. De temps en temps, le front plissé, quand il doit virer un joueur, transférer un joueur, il est assez impassible avec ses joueurs. Et puis, il est très affectueux avec sa fille, par exemple. Ouais. Donc, on est vraiment, comme tu le dis, sur un film où on ne va pas parler nécessairement du baseball, on va parler du... D'ailleurs, lui, il ne regarde pas le match. Ouais, il ne regarde pas le match, il fait de la muscu. Et donc, justement, on va retrouver ce côté fonctionnement de franchise de baseball, mais aussi donc la vie de famille du manager et comment le manager interagit avec tous les personnages qui gravitent autour de la franchise des As d'Oakland, notamment donc Philip Seymour Hoffman qui est le coach, qui jouait déjà dans le premier film de Bennett Miller puisqu'il jouait Truman Capote, et Jonah Hill. Et encore une fois, comme tu le dis, c'est un duo et ça marche. Ouais. Ça marche très très bien. Il y a une belle osmose entre les deux. Il y a une position hiérarchique, mais je trouve qu'il y a une belle osmose entre les deux personnages. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui amène ses stats et l'autre qui tranche.
Et ça offre une nouvelle nomination aux Oscars à Brad Pitt en 2011. Qui est producteur du film. Qui est producteur du film via sa société Plan B. Le film d'ailleurs devait être réalisé par Steven Soderbergh à la base. Ouais. Et c'est Bennett Miller qui est venu récupérer le sujet. Et Bennett Miller, voilà, pour le signaler, je trouve que c'est un réalisateur qu'on voit pas assez. Il a fait Truman Capote, il a fait Moneyball, il a fait Foxcatcher. Il a fait que 3 films. Et quel film dans les 3 quarts. En position numéro 1 sur le haut du podium, moi j'ai Fight Club de David Fincher et tu as Once Upon a Time in Hollywood, donc la deuxième collaboration entre Quentin Tarantino et Brad Pitt. Il était 3e chez moi. Explique-nous pourquoi tu le mets en première position. Parce que d'abord j'ai aimé le film de Tarantino à fond. Qui dure quasiment 3 heures. Qui dure 3 heures. Mais la fin est assez jubilatoire. Qui retrace, là aussi, encore une fois, comme quoi j'étais cohérent entre le premier et le 10e, ça retrace encore une partie d'Hollywood, avec un énorme décalage de temps, et que ici, il joue un cascadeur, il joue la doublure, Cliff Booth, il joue la doublure de Leonardo DiCaprio, qui est un acteur un peu has-been. Et encore une fois, duo qui cartonne à l'écran. Et d'ailleurs, c'est un rêve, je crois, cinéphile pour beaucoup de voir Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans le même film. Et moi, j'ai trouvé qu'il était parfait. Le duo fonctionne super bien. Oui, et ils volent la vedette à Leonardo DiCaprio. Ce qui est déjà rare. Oui, ce qui est déjà rare, même s'il y a quelques séquences où DiCaprio montre tout son talent. Et puis bon, voilà, il n'y a plus rien à dire. Hein. Oscar, Golden Globe, Critics' Choice Award, BAFTA. La coupe est pleine, et elle n'est pas Volpi, celle-là. Donc pour toi, il mérite totalement son Oscar pour ce film-là. Moi, je l'ai mis en 3e position parce que j'estime qu'on lui a plus... Il est très bon, hein. J'adore le film, j'adore sa performance, mais j'ai plus l'impression qu'on lui a donné pour l'ensemble de sa carrière. Oui, c'est un peu la tradition maintenant à Hollywood. Hein. On donne des Oscars un peu au mauvais moment. Donc on va pas critiquer, mais voilà. Donc ton numéro 1, Once Upon a Time in Hollywood, mon numéro 1, Fight Club. Ça, je m'y attendais. Il était déjà premier dans le top sur l'année 1999. Donc deuxième collaboration entre David Fincher et Brad Pitt. Et comme tu l'as dit depuis le début, et on le dit depuis le commencement de ce top, c'est de nouveau un duo avec Edward Norton qui fonctionne parfaitement. Vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé des anecdotes de tournage, mais je vais en ressortir une dont on n'avait pas parlé. Il faut savoir que Edward Norton et Brad Pitt se sont retrouvés sur ce film-là une haine commune pour la Volkswagen Beetle. Puisque, si vous vous souvenez, il y a une scène où ils dégomment des voitures à la batte de baseball, et les deux acteurs ont insisté pour que, parmi une des voitures à dégommer, il fallait une Beetle. Donc voilà, on a l'impression que le film a été fait par 3 potes. Hein. J'avais reparlé qu'ils avaient été bourrés à un moment donné quand ils jouent au golf dans une des scènes. Mais pourquoi je l'ai mis numéro 1 ? Parce que, en plus d'être une allégorie désespérante de notre société en recherche de repères, donc signé David Fincher, je sais que le film a fait un flop en 99, qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas aimé, et il a été réévalué avec le temps par beaucoup de gens et par pas mal de critiques et de cinéphiles. Mais alors je trouve que Brad Pitt en Tyler Durden, il dégage une puissance à l'écran et voilà, je trouve que dans le rôle de séduisant penseur anarchique, t'aimes mieux les boxeurs que les cascadeurs, c'est tout. qui amène donc le personnage du narrateur d'Edward Norton dans une spirale infernale. Je trouve que il est impressionnant et pour moi ça restera son meilleur rôle. Il est lyrique à l'écran et il s'est donné à fond hein, puisque pour rappel il avait demandé à son dentiste de lui casser les 2 dents de devant pour pouvoir paraître plus crédible dans son rôle. Et donc voilà, je trouve que c'est une œuvre extrémiste et corrosive qui mérite totalement la première place parce que c'est David Fincher, parce qu'il y a Edward Norton et parce que Brad Pitt en Tyler Durden est impressionnant. Je rappelle que mon numéro 1 est Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, et pour lequel il a enfin décroché son Oscar. On va tout de suite passer à nos mentions. Donc pour rappel, on aura 4 mentions chacun de films qui ont gratté notre classement. C'est parti. Quels sont les 4 films qui, toi, ont gratté ton classement et que tu n'as pas pu mettre dedans ? 7 ans au Tibet. 7 ans au Tibet, donc qui était en 10e position chez moi. Voilà. Ad Astra.
Ad Astra, donc de James Gray, qui est ici au-dessus, donc, qui était produit par sa société Plan B, comme on l'a dit. Pourquoi t'as pas su le mettre? Enfin, il est pas chez moi non plus. Donc, ce n'est pas un de mes films de science-fiction préférés. Et même si le personnage de Brad Pitt me plaît pas mal, j'ai pas trouvé que c'était une performance. Le film est bon, et comme tu le dis souvent, c'est pas parce qu'on aime le film qu'on aime la performance de l'acteur dans le film. Voilà. J'ai aussi 12 ans comme esclave. 12 ans d'esclavage. 12 ans d'esclavage, en français. Ouais. Pour lequel il est producteur et pour lequel il va décrocher l'Oscar, puisque le film va décrocher l'Oscar du meilleur film. T'en avais mis que 3. Ok, moi, Ad Astra est aussi présent. Et Ad Astra, moi j'aime beaucoup la performance de Brad Pitt, mais là justement il est tout seul. Puisqu'il passe la moitié du film tout seul dans l'espace. Preuve que quand il est meilleur en duo. Puisqu'il va rechercher son papa qui est Tommy Lee Jones au fin fond de l'espace. Mais j'adore sa performance. Mais je trouve que dans mon classement, il y avait plus de choix dans son répertoire. Il y a Babylone, que j'ai mis dans mes mentions. Parce qu'effectivement, le film a gratté, parce que je trouve sa performance d'acteur qui sort du muet et qui n'arrive pas à s'adapter dans cet âge d'or hollywoodien avec Margot Robbie assez impressionnant. Qui ne s'adapte pas non plus d'ailleurs. Très très bon film. J'ai mis Burn After Reading des frères Cohen, où il joue un gérant de salle de sport complètement timbré et il retrouve George Clooney et je trouve que la performance est assez exceptionnelle, mais je ne l'ai pas mis dans mon classement parce que pour moi c'est le film en lui-même. Tout comme on n'a pas mis Ocean Eleven d'ailleurs. Comme on n'a pas mis Ocean Eleven. Et alors ma dernière, qui a vraiment lui gratté à mort, parce que je le trouve impressionnant dedans, c'est Snatch de Guy Ritchie, où il se prend un accent à couper au couteau. J'ai pas vu en anglais moi. Donc on parle d'un bohémien qui vit dans sa caravane et qui fait des combats de boxe. Il y a Jason Statham dedans, donc si vous n'avez pas vu Snatch, je vous le conseille fortement. Mais il a un accent absolument génial dans le film, et pour moi c'était la performance qui aurait pu rentrer dans le classement que j'ai pas mise. Donc voilà, ça c'était nos mentions. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec nous, dites-le nous en commentaire, donc n'hésitez pas à nous donner votre top 10 des meilleures performances de Brad Pitt. On espère que ce top vous a plu. Et donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux que sont Instagram, TikTok, Facebook, et à continuer à nous soutenir sur le site web comme vous le faites. Vous êtes toujours plus nombreux à lire. À la prochaine, ciao. Ciao.